Bonjour, Guillaume Delanchir, je suis directeur général de NetApp France depuis à peu près 5 ans. Qu'est-ce que NetApp? Qu'est-ce que NetApp? Alors je vais d'abord vous parler peut-être du marché pour que vous compreniez bien ce qu'est NetApp. On est sur le marché de la donnée. En fait, quand on reprend l'histoire du volume de données, ce qui est assez important, entre 2018 et 2020, on a généré dans le monde, avec la digitalisation et les outils informatiques, autant de données qu'entre 1995 et 2018. En 2020, on avait 20 zettabytes, alors c'est une unité de mesure, mais on avait 20 zettabytes de données. En 2025, on aura 170 zettabytes, et en 2030, on aura 1000 zettabytes. Donc vous imaginez, 20, 170, 1000. Donc on est dans une explosion totale des données. Donc ces données, il faut faire plusieurs choses avec. Il faut les stocker, et il faut les sécuriser, et il faut les gérer. Donc quand on parle de stockage, en fait, NetApp est un acteur, donc on est né en 1992, et on stocke les données. Donc en fait, on donne la capacité à nos clients d'acheter des machines, donc comme des gros disques durs d'ordinateur, ou des petits disques durs que vous avez dans vos téléphones, mais à l'échelle des entreprises. Donc on a à peu près 90% du CAC 40, pour vous donner une idée en France, de clients, que ce soit des banques, des sociétés, des laboratoires pharmaceutiques, des sociétés dans l'industrie, ont leur propre centre d'hébergement de données. Donc ils ont en fait ce qu'on appelle des data centers, dans lesquels ils ont des serveurs, des systèmes de stockage et du réseau pour acheminer l'information, et ils stockent ces données. Donc voilà le métier de NetApp. En tant qu'éducateur de logiciels dans les technologies des données et de l'IA, quel regard portez-vous sur le développement à grande vitesse de l'intelligence artificielle générative? Alors, quand on voit l'évolution de ces données, c'est absolument clé. Aujourd'hui, on a des technologies qui permettent d'exploiter mieux ces données. Donc l'IA ou l'IA générative, en fait, c'est simplement la capacité de maximiser la compréhension, l'étude des différentes données qui sont disponibles. Je peux vous donner des exemples. On a un client, par exemple, qui est l'Ifremer. Ifremer, c'est un organisme français qui est basé à Brest et qui étudie les fonds sous-marins à plein de niveaux. Que ce soit au niveau de la pollution, que ce soit au niveau des changements de climat, que ce soit au niveau des différents courants, que ce soit l'évolution du plancton, de la faune sous-marine. Il y a énormément de sujets. Pour étudier ces sujets, il faut capter des données. Donc avoir des données brutes, c'est une chose, mais il faut être capable de les exploiter. Donc pour les exploiter, vous avez des logiciels, et ces logiciels doivent s'appuyer sur des infrastructures qui vont permettre de catégoriser les données, stocker correctement les données, avoir des données qui soient sécurisées, et mettre à disposition ces données des logiciels pour tout simplement mieux comprendre l'environnement dans lequel on est, et mieux comprendre les évolutions du climat, de la pollution, etc. Tout ça pour finalement anticiper des phénomènes qui seraient plutôt négatifs. Comment utiliser et choisir les bonnes données? Alors, il y a plusieurs sujets. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'on parle de données, vous avez la donnée en tant que telle, la qualité de la donnée, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup d'entreprises ou d'organismes publics ont énormément de données. Et la problématique d'avoir un volume de données important, c'est qu'on ne sait pas forcément où elles se trouvent. En réalité, vous avez des endroits où vous pouvez avoir plusieurs data centers. Quand vous êtes une grande entreprise, vous allez avoir vos données qui vont être éparpillées peut-être sur 2 ou 3 data centers. Pour peu que vous ayez acheté une entreprise supplémentaire ou 2 entreprises dans votre histoire, vous allez avoir des systèmes d'information qui seront différents. Et puis vous aurez peut-être des contrats avec des fournisseurs de services informatiques. Donc on parle des fameux hyperscalers, les Google, Microsoft, Amazon, qui finalement fournissent des services informatiques à la demande, qui hébergent également des données. Donc la complexité des entreprises, c'est à la fois d'utiliser des bonnes données d'un point de vue intelligence, mais c'est surtout d'avoir accès à ces données dans les bonnes conditions. Quand on parle de bonnes conditions, on parle de sécurité et de rapidité d'accès à ces données. Quels sont les avantages à tirer de l'IA générative sur les données? Alors, les avantages, en fait, quand on prend le principe de l'IA, on est dans quelque part l'amélioration de la productivité, l'amélioration de notre bien-être d'une façon générale. L'informatique, moi je rappelle souvent que l'informatique n'est là que pour faire en sorte qu'on va automatiser des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur à ajouter, ou bien nous rendre un petit peu plus intelligents, ou bien nous faire aller plus vite sur des réflexions, ou bien nous donner des informations auxquelles on n'aurait pas forcément accès. Voilà. Donc l'IA générative, c'est une évolution supplémentaire de l'IA, sachant que l'IA est vraiment la technologie qui permet d'être un petit peu plus intelligent par rapport à ce qu'on a, par rapport à des données brutes, et l'IA générative va prendre un ensemble de données et va être capable, à travers de différents modèles, d'apprendre et de restituer des choses, ou bien de créer, que ce soit du langage, des images, ou bien des modèles qui n'existent pas. Et les inconvénients?
Alors les inconvénients, comme dans toute technologie, il y a toujours les points positifs qui sont, on va dire, l'amélioration de la productivité, le fait de nous rendre plus intelligents, etc. Les inconvénients, ça peut être la désinformation, les fausses informations, des activités malveillantes. Et là, on rentre dans une logique qui peut être un petit peu embêtante. On le voit dans les campagnes de certains politiciens, alors pas forcément en France, mais vous avez des fakes, ce qu'on appelle des deepfakes, qui sont réalisés à partir d'IA. Donc, il faut faire très attention. Et il faut que on ait un esprit critique et qu'on raisonne collectivement à une utilisation qui soit une utilisation éthique. Cette accélération de la donnée avec l'IA pose aussi une problématique écologique. Oui, alors quand je vous parlais en introduction de l'évolution du volume de données dans le monde, qui est absolument colossal, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que on a aujourd'hui une consommation énergétique où l'informatique, ou la digitalisation, ou le digital représente à peu près 2% des consommations énergétiques mondiales, ce qui est beaucoup. Si on continue avec le rythme que je vous ai exposé, je vous rappelle 20 zettabytes, 170 000, on risque d'atteindre les 8% à horizon 2030. Et 8% de la consommation énergétique sur le digital, finalement, c'est catastrophique. Donc il faut qu'on soit responsable par rapport à ça, et il y a plusieurs moyens de le faire. Donc nous, NetApp, en tant qu'acteur où on vend des systèmes de stockage informatique, on a plusieurs moyens d'optimiser ces volumes de données. Le premier, c'est comprimer les données, compresser les données. Donc vous avez des données qui peuvent être avec des mécanismes logiciels comprimés, ce qui fait que vous réduisez finalement votre empreinte de stockage par 3, 4, 5, 6 parfois. On peut aller relativement loin dans la compression de données. Il y a également des supports de stockage qui sont plus ou moins performants et donc plus ou moins consommateurs de consommation énergétique. Finalement, vous pouvez aussi déplacer des données sur les bons supports. Donc on a également des technologies qui identifient ce qu'on appelle les données froides par rapport aux données chaudes. Donc les données chaudes qu'on exploite tout le temps, les données froides sont des données qu'on va peut-être archiver ou qu'on va pas beaucoup utiliser. Donc on peut les mettre sur des supports de stockage qui seront des supports peu coûteux et donc moins performants, peu coûteux et peu consommateurs en énergie. L'objectif, c'est quand même de prendre conscience que notre consommation, notre appétence pour les données a peut-être du positif sur certains cas. C'est quand même relativement douloureux pour la planète et d'une façon générale à côté. Et puis après, je pense que c'est à tous les acteurs aussi de bien comprendre que on a un volume de données, de bien savoir quelles sont les données qu'on utilise et les données qu'on n'utilise pas. Il faut savoir que dans le monde, on considère aujourd'hui qu'à peu près 68% des données ne sont jamais réutilisées. Donc on peut se poser des questions de fond sur ce qu'on appelle la purge de données ou le fait de nettoyer des systèmes qui seraient des systèmes pleins et qui n'auraient plus beaucoup d'importance. Pourquoi au sein de NetApp, vous allez lancer une charte de l'IA responsable ? Alors, comme beaucoup d'acteurs, donc on est une société américaine avec un rayonnement international. On a à peu près 25% de part de marché dans le stockage informatique, ce qui est assez important. Ça représente pas mal de milliards de dollars. On pense qu'on a une responsabilité sociétale d'éduquer à la fois nos employés, d'avoir une R&D qui prenne en compte ces sujets-là et de faire en sorte également que dans la façon dont on va traiter l'IA, gérer, travailler sur les sujets d'IA, on le fasse avec une certaine éthique. Quels vont être les mots d'ordre, justement, de cette charte ? Alors, les mots d'ordre de cette charte, ça va être de réaliser que on peut faire beaucoup de choses avec l'IA. Alors, je vous donne un exemple sur nos technologies. Donc, on permet à nos clients d'avoir une infrastructure qu'on appelle intelligente, qui leur permet de réaliser correctement leur IA. Donc, dans cette infrastructure intelligente, on apporte des logiciels qui vont, par exemple, catégoriser les données d'un point de vue compliance. Donc, on va inciter nos clients à utiliser ces sujets-là. On a également de l'intelligence qui permet d'éviter des attaques ransomware. Donc, si vous avez, par exemple, alors c'est assez technique, mais si vous avez des volumes de données qui ont des sursollicitations, ou bien si vous avez des volumes de données qui sont copiés de façon anormale, on a la capacité d'analyser ça et de bloquer ces usages-là. Donc, notre charte consiste à la fois dans la conception de nos machines, de nos logiciels, créer des outils qui permettent de gérer la sécurité, la performance, la confidentialité et la conformité des données. Donc ça, c'est un premier plan. Et deuxième plan, communiquer auprès de nos clients pour leur donner des indications qu'on pense être les best practices au niveau de l'IA. La charte, elle va être identique pour la France, l'Europe et oui. Les États-Unis. Oui, c'est une charte monde. On a encore une fois une logique sociétale. Enfin, on s'inscrit dans une économie digitale qui a beaucoup de choses positives, mais
dans laquelle il faut quand même être capable de mettre certains garde-fous. Cette charte n'aura pas de velléité de loi, hein, ce sera pas une loi, ça sera vraiment quelque part le partage de best practice sur nos technologies. Vous pouvez nous donner le mot de la fin? Alors le mot de la fin, c'est que en fait, on a la chance d'avoir une technologie qui est relativement répandue. Donc on travaille avec des grands acteurs du marché qui utilisent nos systèmes pour stocker les données de leurs clients, que ce soit des grands acteurs comme Microsoft, Google, Amazon. Mais on a également la chance de travailler avec beaucoup d'acteurs français. Hein. On peut citer Atos, on peut citer OVH, OBS, Keops, Stordata, des acteurs qui sont parfois plus petits, mais qui utilisent nos technologies pour les stocker. Donc quand on parle de sécurité de données, on parle beaucoup de souveraineté. Alors on n'aime pas trop le principe de la souveraineté chez NetApp au sens avoir un acteur qui va fabriquer en France, c'est pas trop le sujet. On parle plutôt d'acteurs de confiance ou de cloud de confiance, et on s'inscrit parfaitement dans cette logique de cloud de confiance. Donc des clients de NetApp qui auraient leur propre data center, leur propre gestion informatique intégrée et qui auraient également des contrats avec des acteurs français pourraient tout à fait réaliser des backups, des sauvegardes, écrire leurs données à plusieurs endroits différents, chez eux avec leur data center, mais également chez les partenaires.